Bonjour, chers abonnés, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre, bien sûr, de votre émission Entretien. À la veille des échéances électorales, certains partis politiques sont en train de se former ou de se ranger en ordre de bataille. Aujourd'hui, nous recevons le président du parti Regard, né au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, M. Mathias Otunga Osibajo. Bonjour. Bonjour, madame. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Merci une fois de plus de nous rendre visite dans ce lieu qui vous devient familier. Évidemment, ça nous devient familier. On ne va pas aller dans tous les sens. On va directement attaquer l'actualité politique de l'heure. Certains partis politiques se sentent menacés aujourd'hui, justement à la veille des prochaines échéances électorales législatives et locales, à cause justement du nouveau code électoral qui risque de les mettre hors de course. Quel est votre avis d'abord sur cette nouvelle loi électorale et est-ce que justement votre parti, votre jeune parti se sent menacé? Merci madame. Il faut toujours nous demander notre avis bien avant que la loi ne soit adoptée. Parce qu'une fois que la loi est adoptée, elle s'applique à tout le monde et un avis devient, j'allais dire, inutile. La loi est là, elle fait obligation. Et d'ailleurs, je me demande même si elle est encore adoptée. Vous savez, une loi au Gabon, elle est adoptée en première lecture, d'une partie par l'Assemblée nationale, et elle doit être adoptée en des termes identiques par le Sénat pour être finalement validée. Il se trouve que, d'après ce que j'ai appris, le gouvernement avait proposé dans sa loi, dans son projet, une condition de 9000 militants. L'Assemblée nationale est passée de 9000 à 12000 militants et le Sénat n'a pas adopté la loi dans des conditions identiques. Donc il y a eu une commission paritaire. D'après ce que j'apprends, les conditions pourraient être non pas de 9000, non pas de 12000, mais de 10 000 adhérents. Toujours est-il que, en respect de la loi, je pense que Regard n'a pas de souci et que Regard devrait, s'il plaît à Dieu, pouvoir compétir dans les mêmes conditions que les partis légalisés. Est-ce que vous ne pensez pas que les outsiders, je veux dire par là, les candidats indépendants vont certainement être plus nombreux que les représentants des partis politiques dans beaucoup de circonstances? Est-ce que cela ne viendrait pas fausser le débat politique, par exemple, le débat du pays? Oh, pas forcément. Dans une démocratie, on a toujours et des parlementaires issus des partis politiques et des parlementaires indépendants. Ça ne change rien au débat. Par contre, le débat, si on doit le rouvrir juste pour nous amuser, c'est de se demander pourquoi a-t-on cru nécessaire d'imposer des conditions pour créer des partis politiques. Parce qu'un parti politique, c'est une association. Et la Constitution réaffirme la liberté d'association. Donc en principe, même à deux, on devrait pouvoir créer un parti, partager une idée et vouloir la faire partager en groupe, donc en association. Normalement, les critères auraient dû prévaloir au moment où ces associations politiques solliciteraient le concours de l'État. À ce moment-là, pour préserver les finances publiques, on aurait pu mettre des conditions. Mais bon, le vin est tiré, on va le boire. Il faut, pour l'instant, selon l'adoption de la loi par l'Assemblée, 12 000 militants. Il faut, d'après ce que j'apprends, suite à la commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée, il faut désormais 10 000 adhérents. Regard est largement au-dessus de ces chiffres-là. Donc, ce n'est pas un débat qui nous concerne. Alors, quelle est la vision que vous avez, je veux dire la vision politique, avec ces nouvelles règles qui sont désormais imposées sur le territoire national en politique? Quelle est la vision, comment est-ce que vous voyez l'avenir en politique au Gabon? Bon, avec votre expérience. Dans le court terme, nous allons aux élections. Vous savez que nous avons déjà choisi clairement un président de la République, massivement élu, donc à peu près qui fait
l'accord de tout le monde. Maintenant, nous choisissons, à l'époque, on choisissait aux élections législatives l'émanation du gouvernement. Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, la majorité au Parlement formait le gouvernement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le président de la République est en même temps chef du gouvernement. Donc, en votant pour le président de la République, nous avons aussi voté pour le chef du gouvernement. Il nous reste quoi? Il nous reste maintenant, à travers les élections législatives et locales, à former le Parlement, qui va être un petit peu le contrepoids, mais surtout l'accompagnateur du gouvernement. Et donc, l'avenir, je dirais, politique du pays sera tracé par le résultat des élections. Justement, résultat des élections, plusieurs partis politiques et même des partis assez fortement représentés se sont menacés aujourd'hui par la création, l'éventuelle création d'un parti politique par le président de la République aujourd'hui, que tous ces partis politiques ont soutenu. On voit des démissions en cascade dans le Parti démocratique gabonais, même à l'Union nationale, qui espère rejoindre le nouveau parti au pouvoir. Est-ce que cela ne représenterait pas une véritable menace pour toute formation politique? En tout cas, pour Regard, il ne s'agit d'aucune menace. Regard a l'ambition de jouer sa partition. Je ne sais pas combien nous aurons d'élus, mais je sais que nous aurons des élus à Regard. Le président de la République va créer un instrument politique pour lui permettre de dérouler sa politique. C'est logique puisqu'il est en même temps le chef du gouvernement. Ça veut dire que c'est légaliste, cette action qu'il entreprend? Je ne suis pas juriste. Je sais qu'il y a un débat sur la place publique entre ceux qui pensent que la Constitution interdit au président de la République de créer son parti et ceux qui estiment qu'il a le droit. Je ne veux pas me mêler parce que sincèrement, je n'ai pas la science pour. Mais sur le plan politique, ce que je pourrais fustiger, c'est un peu l'opportunisme politique. Est-ce que voyez-vous, jusqu'à août 2023, beaucoup de gens étaient au PDG. Et malgré que nous sachions à l'époque que les choses étaient comme elles étaient, et comme le coup d'État qu'on appelle le coup de la Révolution l'a démontré clairement, les choses ne marchaient plus. L'équipe qui dirigeait le pays était faite presque, j'allais dire, des prête-noms. Et en ce moment-là, des notables politiques sont restés au PDG et réaffirmaient leur ancrage au PDG. Le lendemain du coup de la libération, d'autres personnalités politiques, des éminentes personnalités politiques, ont réaffirmé leur positionnement au PDG jusqu'aux élections présidentielles. Au sortir des élections présidentielles, le président de la République décide de créer un parti. Et puis, vous avez des démissions en cascade, dans l'intention naturellement de rejoindre le camp de ce parti. Alors moi, je pose une question simple. Qu'est-ce qui a changé sur le plan purement idéologique pour que les gens, au lendemain de l'élection présidentielle, décident de quitter un parti pour lequel ils juraient fidélité jusqu'à la fin de leur vie? Si ce n'est, en fait, se rapprocher du parti qui pourrait servir de prébende financière ou alors qui pourrait attribuer des postes. Dans ces conditions, effectivement, je pense que si on ne fait pas attention, on risque de faire l'hymne à l'opportunisme politique. Je crois que les gens, s'ils avaient l'intention de quitter le PDG pour des causes évidentes, ils l'auraient fait au moment où le PDG était encore au pouvoir. Nous, on l'a fait. On a quitté le PDG alors qu'on était pressenti pour revenir au bureau politique. Nous avons estimé que les conditions de l'époque ne nous permettaient plus de nous exercer. Alors j'aimerais que tous ceux-là qui démissionnent viennent aussi nous expliquer qu'est-ce qui a changé. Surtout qu'avant les élections, le PDG a fait allégeance au président de la République.
Bon, alors, ils étaient dans un parti qui réaffirmait son allégeance au président de la République. Ils sont allés en campagne sous la bannière de ce parti et le président de la République a fait une parfaite campagne et puis a eu un score plus qu'honorable. Maintenant, qu'est-ce qui explique qu'après tout ça, les gens décident de quitter le parti pour lequel, derrière lequel ils ont battu campagne? Alors, nous disons, nous au PDG, nous au regard, nous avons décidé d'avoir un nouveau regard sur toutes ces choses. Nous allons observer toute réorganisation politique du terrain et nous allons jouer notre partition. Nous avons vocation à faire partie d'une majorité présidentielle parce que nous aussi, nous avons appelé à voter pour le président. Il n'y a pas de raison que nous appelions à voter pour le président et que nous tournions le dos au moment où le président mettrait en place son programme d'action. Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences qui pourraient ne pas être reluisantes avec ces cascades, avec ce jeu politique qui est en train de se faire? Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences? Sachant que les démissionnaires, certains démissionnaires sont des calibres qui vont traîner avec eux des masses sur le plan électoral. Attendons voir quel calibre d'abord. Vous savez, le PDG aussi, c'était toute une dynamique. Je note que les gens n'ont pas démissionné du PDG pour créer leur machine. Ça veut dire à peu près qu'ils font l'aveu d'un certain nombre de faiblesses. S'ils se sentaient aussi puissants, ils auraient créé leur machine. Beaucoup vont démissionner là pour se réfugier derrière le président. Donc, ce n'est pas un aveu de puissance. Maintenant, bon, il n'y a pas de situation sans risque. Mais quel est le risque? Ça pourrait affaiblir, par exemple, l'ancien parti au pouvoir. Le PDG, Oui. vous parlez de lui, mais il faut aller voir le président Blaise Louembé. C'est lui qui peut vous parler du PDG. En ce qui concerne Regard, vous savez quelle est notre position. Nous sommes un parti du centre et nous allons jouer pleinement notre partition centre. Alors, justement, au centre, vous avez un autre regard sur la situation du pays. Il y a une actualité qu'on ne peut pas esquiver aujourd'hui, celle des déguerpissements des populations dans les zones enclavées de la capitale. Beaucoup sont à la belle étoile. On a des personnes économiquement faibles qui ne savent pas à quel sens se vouer aujourd'hui. Quel est votre avis, premièrement? Et deuxièmement, vous aviez été un membre influent du gouvernement. Est-ce que vous avez eu à cette époque vent de ce projet? Quelles étaient les modalités ou quelle était la substance de ce projet? Bon, d'abord sur la nécessité de casser. Parce qu'il y a effectivement une nécessité. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, si on veut reconstruire là où on a déjà bâti, on n'a pas d'autre choix que de casser. Maintenant, ensuite, d'abord, un chef d'État, il est là pour donner des orientations. Nous savons que notre président était un bâtisseur et qu'il avait l'intention de bâtir. Il avait même déjà annoncé Libreville 2, donc on savait que c'était un bâtisseur et que s'il bâtissait, il allait forcément casser. Maintenant, entre la vision d'un chef, l'instruction d'un chef et la réalité du moment, j'ai dit aux gens que le gouvernement, normalement pour faire mission, de faire coïncider le bon sens et le bon droit. Le bon droit, sur plusieurs de ces parcelles, il y a des décrets d'utilité publique, donc les gens doivent se préparer à quitter, ça c'est le bon droit. Mais le bon sens revoit un peu, moi si j'avais été ministre chargé d'appliquer cette décision, la première chose que j'aurais faite, ça aurait été une note au président de la République pour lui expliquer la situation en détail et lui faire une proposition de mise en œuvre de sa décision. La situation en détail pourrait nous révéler trois cas spécifiques. Le premier cas, c'est des personnes qui
auraient déjà été notifiés et même dédommagés, et qui, faisant fi de ceci, ont continué à s'installer. Le deuxième cas, ça pourrait être celui des personnes qui, par naïveté, puisqu'on dit trivialement que nul n'est censé ignorer la loi, donc par naïveté, se sont installés sans constater qu'ils étaient sur une zone déclarée d'utilité publique. Le troisième cas, peut-être marginal, c'est le cas des populations qui parfois sont là depuis des décennies. Et donc, à chaque cas, il y aurait eu un traitement spécifique pour amener l'ensemble à quitter les lieux, mais pas de la même manière. Parce que pour ceux qui ont mangé de l'argent de l'État et qui ont demeuré sur place, je dirais comme au quartier, l'affaire de bandit se règle en bandit, hein, et qu'on venait en raser. Pour ceux qui avaient agi par naïveté ou par méconnaissance des normes juridiques, il y avait une méthode pour leur demander de partir. Et pour ceux qui ont été installés là de manière plus ou moins séculaire, il y avait une autre méthode. Et dans tous les cas, on pouvait arriver au même objectif sans utiliser les mêmes méthodes. Et ce n'est pas à un chef d'État de mettre les méthodes. Le chef d'État, il donne le cap, et les gens qui mettent en œuvre, ce sont ceux-là qui doivent prévoir les écueils éventuels et présenter au chef les mesures pour dépasser ces écueils. Faire dans le tas comme ça, c'est quand même embarrasser le chef d'État. Et je pense que cette opération l'a quand même un petit peu embarrassé. Alors, est-ce que membre influent du gouvernement de l'époque, j'en rigole. Alors, à l'époque, vous savez, hein, je suis resté 12 mois ministre de la Défense. 12 mois. Et là, j'ai fait les élections. Ensuite, je suis resté 9 mois ministre du budget. Je suis parti du budget pour 2 ou 3 raisons. Je peux vous en parler aujourd'hui. Je suis arrivé au budget, il y avait une grande direction générale du budget des finances publiques, toute puissante, plus puissante que le ministre lui-même. Donc j'avais décidé de dégonfler le mammouth, de la casser, de créer une direction générale du patrimoine pour aller chercher à voir clair dans ce qu'on agite aujourd'hui, les loyers de l'État. Ensuite, j'avais constaté que les finances publiques du Gabon ne sont pas du tout contrôlées. Pas du tout. C'est vrai qu'on a une inspection générale, un contrôleur général d'État, un contrôle général d'État, sans procédure et autres, mais même le contrôle général d'État n'assure pas le contrôle des finances publiques. Par contre, nous avons un corps d'inspecteurs généraux de finances. Donc, je m'étais lancé dans la création d'une administration qui aurait été l'inspection générale des finances de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui est finances publiques devrait être contrôlé. Et donc, après, alors, j'ai introduit en Conseil des ministres la réforme qui a été validée. Mais quand j'ai commencé à créer la Direction générale du patrimoine et à lancer la réflexion sur l'inspection générale des finances, après 9 mois, bon, on m'a prié de sortir de là. Ensuite, on m'a casé au ministère des Sports. Et puis 6 mois après, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'évoquer ici, on a estimé que j'étais incompétent, qu'il fallait que je sorte. Donc quand vous dites que je fus membre influent du gouvernement de l'époque, j'en rigole. Vous étiez ministre de la Défense, oui, je vous dis bien, ministre de la Défense, 12 mois, c'est vrai, là j'avais une relative influence. Après, j'ai été un ministre qui empêchait de tourner en rond, et donc je n'ai pas tellement été associé à beaucoup de... Le ministre du budget de l'époque, quel était le budget de l'État? Aujourd'hui, on entame des grands projets, on va dire que c'est des projets qui s'élèvent à plusieurs milliers de milliards de francs CFA, alors qu'aujourd'hui, la situation financière du Gabon n'est pas du tout reluisante. Les institutions financières ont encore noté au Gabon, donné au Gabon la note souveraine d'un triple C. Est-ce que vous pensez que justement, au moment où la situation financière est décadente dans notre pays, on entame des projets de si haute envergure? Est-ce qu'on pourrait
dans les délais, on va dire, dans ce premier mandat, pouvoir satisfaire la population qui attend évidemment que les lieux où les casses ont été perpétrés, des bâtisses sortent effectivement du sol, embellissent la ville, que ces personnes-là soient relogées. Est-ce que, justement, on pourra... Je vous vois venir, madame, mais je ne voudrais pas donner de réponse à cette question. Déjà, les montants de budget d'année en année, ils sont déterminés par une loi des finances. Il vous suffit d'aller dans les archives pour voir. Ensuite, vous savez, la construction d'un État, c'est une course de relais. Je ne peux pas parler du relais de mon frère Alain Claude. C'est une course de relais, c'est-à-dire qu'il y a la continuité de l'État. Vous voyez, j'ai été ministre du budget, je vous ai dit 9 mois. 9 mois, c'est pratiquement une année. Je ne peux pas dire que je n'ai rien fait. Mais je vais vous dire que toute cette période-là, la période d'Ali Bongo Ondimba, c'est une période pendant laquelle beaucoup de choses ont été envisagées. Beaucoup aussi ont commencé à être faites. Malheureusement, et je pense qu'il y a 2 ou 3 situations qui sont venues perturber le cours normal. Il y a eu la gestion des Akombesi Boys, avec ce que vous savez comme inconvénient, notamment le scandale Santulo. Il y a eu la gestion des Black Boys avec tout le cinéma qu'on a vu aussi. Et puis il y a eu le désordre de Noureddine Mourandiami et leur équipe. Mais malgré ça, l'objectivité nous commande de reconnaître qu'il y a de petites choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous voyons la baie de Roi sortir de terre. Mais il y a un travail en amont qui a été fait. Je félicite d'ailleurs le président Oligui Nguema de continuer à développer le pays pour que le pays devienne effectivement un géant économique. Mais si le soubassement n'avait pas été fait, ce n'est pas en 2 ou 3 ans qu'on aurait vu les maisons sortir de terre. Donc reconnaissons qu'il y a eu, sur le plan économique, il y a eu infrastructurel, il y a eu ce travail de fond. Je lisais aujourd'hui que le Gabon est devenu, plutôt le Cameroun est devenu le principal client du Gabon, hein, grâce notamment à Olam, qui leur vend de l'huile de palme, alors que pendant longtemps, la balance commerciale était déséquilibrée en notre défaveur. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'installation d'Olam, à la politique de l'époque qui a permis cette réorientation. Je vois aujourd'hui que beaucoup de gens viennent et chaque fois que des autorités économiques arrivent au Gabon, elles vont visiter la zone économique d'Nkok, qui est devenue une zone de référence en Afrique. Je riais aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on est en 2025. Et aujourd'hui en 2025, le Gabon et le Cameroun ont renversé la tendance. Donc en 2025, le Cameroun est devenu le principal client du Gabon, alors que c'était l'inverse en 2009. Et à l'époque, on nous avait promis l'émergence du pays en 2025. Émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Donc, tout ce qui a été fait sur cette période antérieure n'a pas été mauvais. Il y a eu des erreurs graves. Il y a eu aussi des choses profondes qui ont été réalisées. Et moi, tout en étant l'un des fervents soutiens du président Oligui, je n'aime pas ce débat qui tend à faire croire que de 2009 à 2023, il n'y a rien eu. Ce sont les mêmes qui demain diront, si le président Oligui venait à faire un faux pas, que bon, Oligui nous a vendu du vent. Voilà. Et moi, je ne suis pas de ceux qui mangent ce pain. Moi, je reconnais qu'il y a eu, et d'ailleurs j'étais, comme vous le dites, au gouvernement, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées qui nous permettent aujourd'hui de consolider. Et il y a eu beaucoup, encore plus d'erreurs. Il y a eu du gaspillage d'argent qui aurait peut-être permis que les victoires économiques que le général Oligui nous apporte aujourd'hui
On aurait pu les gagner bien avant si on avait géré méticuleusement les fonds publics. Le pouvoir économique, ça semble paradoxal compte tenu de la note qui a été attribuée au Gabon. Quelle victoire économique? La note est conjoncturelle. La note, c'est la photocopie de l'économie à un temps T. Et souvent, elle se base sur la capacité du pays à rembourser. Vous voyez? C'est vraiment conjoncturel. Or, là, les changements dont on parle, ils sont structurels. C'est la structure de notre économie qui se transforme. C'est le Gabon qui devient lui aussi un ogre, qui devient lui aussi un pays. Vous savez, le Gabon, sous Omar Bongo Ondimba, est devenu une puissance politique. Combien de conflits se sont réglés ici. Mais le Gabon est resté un nain économique sous Omar Bongo. Et aujourd'hui, on constate que le Gabon prend de la vigueur économique. Parce que, alors, la politique simple, sans politique économique, elle est faible. La puissance politique sans puissance économique, elle est faible. Alors, le Gabon, qui est déjà un pays qui compte dans le concert des nations, va être davantage un grand pays en devenant une puissance économique. Et le président Oligui est en train de le réaliser. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il y a des prérequis qui permettent que l'on le fasse. Monsieur le Président, juste pour revenir avec une réponse que vous avez donnée en amont, lors expliquant votre passage au ministère du Budget, vous avez dit que l'exécution budgétaire ou sinon l'exécution du budget du pays n'était pas contrôlée. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, je n'ai pas dit que le budget du pays n'était pas contrôlé. J'ai dit que les finances publiques du pays n'avaient pas un organe de contrôle, et non toujours pas d'ailleurs. Il y a le contrôle financier, qui est un contrôle interne. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis ministre. Je suis ministre, par exemple. Et j'ai à ma disposition une direction générale de budget et une direction générale de contrôle financier. D'ailleurs, à mon époque, il n'y avait plus de direction générale de contrôle financier qui contrôlait la direction générale de budget. Il y avait une direction générale de budget et de finances publiques. Au sein de la direction générale de budget, il y avait une direction du budget et une direction de contrôle budgétaire. Vous voyez? Donc, le directeur général du budget était jugé parti, puisque le contrôle était sous son. Et il n'y avait pas, et il n'y a pas encore, une structure au-dessus, même au-dessus du ministre du budget, même au-dessus du ministre de l'économie. Il n'y a pas une structure qu'il contrôle. La Cour de compte, ce n'est pas une structure de contrôle. Ça c'est une juridiction comptable. Alors, peut-être qu'ils sont en train de mettre en place, j'ai vu qu'il y a le contrôle financier actuel, le contrôle d'État, je ne sais pas comment il est organisé en ce moment, mais il nous faut une structure indépendante qui contrôle tout ce qui est finances publiques, dans les ministères, dans les mairies, partout où un franc public est généré ou dépensé, il faut qu'il y ait une structure qui contrôle ça. Parce que le directeur général de contrôle financier, c'est un agent du ministre de l'économie. Vous voyez? Est-ce qu'il peut contrôler son chef? Bon. Et c'est une structure qui est au sein du ministère du chargé du budget, qui contrôle peut-être la régularité des éléments qui viennent, mais qui contrôle la manière dont chaque ministre dépense ses finances publiques. Cela a pu avoir des conséquences graves dans l'exécution budgétaire. Je ne sais pas, mais vous tous, vous êtes en train de fustiger le gaspillage qu'il y a. Et si vous pensez qu'il y a eu gaspillage, c'est que vous pensez qu'on n'a pas contrôlé le gaspillage. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que vous-même vous dites. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus chez nous. On vous fait juste que vous donniez un mot de fin en perspective aux prochaines échéances électorales à vos électeurs ou aux Gabonais. Merci. Non, je vais parler à mes électeurs. J'ai voté pour quelqu'un qui est très bien placé pour parler aux Gabonais. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, aux électeurs et aux sympathisants de regard, je voudrais rappeler qu'un pays, c'est un certain nombre d'institutions. La première des institutions, c'est le président de la République. Et nous avons tous fait le bon choix
du président Oligui Nguema. Le président que nous avons voté est aussi chef du gouvernement. Donc on n'a pas de souci pour la composition du gouvernement. Par contre, nous avons besoin que soient adoptées de bonnes lois pour le développement du pays, pour la protection du citoyen et pour l'évolution de politique générale. Et ce sont les élections législatives qui vont nous aider à mettre en place l'Assemblée nationale. Et si nous voulons aider et contribuer au développement du pays, nous, à Regard, nous aurons partout où nous pourrons des candidats. Et je voudrais appeler les sympathisants et les militants de Regard à voter massivement pour ces candidats. Ensuite, à Regard, l'un de nos piliers, l'un de nos 3 piliers, c'est la décentralisation. Et le président Oligui Nguema est en train de mettre en œuvre la décentralisation. Là aussi, les élections locales vont nous permettre de choisir les femmes et les hommes capables de conduire les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies et les conseils départementaux. Et sur ce plan, Regard aura partout où ce sera possible à conduire des listes. Là aussi, nous invitons les sympathisants et les militants à voter massivement pour les listes de Regard. Merci, Monsieur le Président, chers téléspectateurs, chers abonnés. Le vent est tiré, il faut le voir, c'est le mot qui a résonné au cours de cet entretien. Merci de nous avoir regardés chez vous et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. L'information continue sur Panafrique Média.